le podcast. Humain demain. Bienvenue sur le podcast Humain demain. Nous sommes avec Sid Lonrero, qui s'intéresse beaucoup à la cryogénisation. C'est une question d'ailleurs que j'aimerais te poser. D'ailleurs, où est né ton intérêt pour cette on va dire cette discipline, ces types de technologies. Peut-être tu peux nous dire un petit peu ton parcours et pourquoi tu t'es intéressé à ce sujet. Ce que tu fais aussi pour communiquer à ce niveau-là. Disons que j'ai commencé à m'intéresser au transhumanisme, à l'augmentation de l'humain par la technologie et à tout ce qui touche à la prolongation de la vie. Mon intérêt pour le transhumanisme, il est né quand je m'intéressais à la colonisation spatiale, au paradoxe de Fermi. Ensuite, je me suis tourné vers le transhumanisme, donc j'ai découvert ça. Et au début, je rejetais l'idée de la cryonie parce que pour moi, c'était une sorte d'arnaque. Puis j'ai lu beaucoup de littérature scientifique, beaucoup de rapports de cas, j'ai découvert le site Cryonics Archive, et ça fait depuis à peu près le début de l'année scolaire maintenant que j'ai commencé à sérieusement considérer la cryonie. Et du coup, j'ai même décidé de m'inscrire à mes 18 ans. Ah, d'accord, c'est intéressant. On pourra en parler plus en détail plus tard dans le podcast, mais c'est bien déjà que tu aies cette optique d'avoir changé d'avis, quoi. T'avais un avis sur le sujet et tu t'es renseigné et ça t'a permis de changer d'avis, donc t'as mis à jour tes croyances et voilà. Donc c'est très bayésien. Mais du coup, ouais, on prendra le temps d'aller plus loin dans le détail. Et donc tu communiques pas mal sur Instagram et sur les réseaux sociaux à propos des différentes technologies qui existent autour de ça, c'est ça? Oui, alors après là, mon compte il a été passé en privé automatiquement, et aussi parce qu'il y avait comme je suis dans un lycée catholique, il y a eu des problèmes à cause de ça, comme ils ont trouvé mon compte. Donc normalement, je fais plus de vidéos, on voit ma tête sur mon compte Instagram uniquement. Mais je continue quand même des fois à poster des choses, et je suis aussi sur X, Twitter du coup. Et justement, quand on parle de cryogénie, on entend aussi cryogénisation, cryonie, suspension, biostase, fixation. Enfin, il y a beaucoup de termes. Est-ce que tous ces termes désignent la même chose? Alors non, absolument pas. Quand on parle de cryogénie ou de cryogénisation, en général, c'est pour parler de ce qui se rapporte à la cryobiologie. Quand on parle de cryonie, par contre, c'est un terme qui a été inventé il y a très longtemps. C'est pour parler de préservation d'êtres humains. Mais en général, on commence à utiliser de plus en plus le terme biostase à la place de cryonie, parce que le terme cryonie, donc cryonics en anglais, a été énormément décrédibilisé dans les médias au fil du temps. Et pour ce qui est de fixation, ça se rapporte surtout à la fixation chimique avec l'aldéhyde ou ce genre de méthode, mais c'est pas de la cryopréservation traditionnelle. Concrètement, ça servirait à quoi ce genre de technologie? C'est quoi leurs usages? Leurs usages, c'est de tout simplement préserver la vie, enfin préserver l'information qui fait un être vivant, le connectome, en attendant qu'on puisse réanimer la personne dans un état sain. Si avec la technologie actuelle, on peut pas lui garantir une vie longue et en bon état. Ouais, du coup, il y a aussi, j'imagine, comme tu disais, tu t'intéressais à l'espace, à l'expansion spatiale de l'espèce humaine et à nos descendants à travers le cosmos. Une des techniques dans la science-fiction, en tout cas, c'est souvent de se mettre en biostase, du coup. Donc, ce serait plus pour une sorte de poser les fonctions biologiques pendant très longtemps, parce qu'on sait très bien que avec des moyens de propulsion, même si on fait des progrès là-dessus, ça prendra du temps d'aller très loin, sauf si on fait des découvertes extraordinaires en termes de nouveaux paradigmes scientifiques sur, je sais pas moi, le fonctionnement de la mécanique quantique ou, enfin, d'une manière générale, la physique, qu'on peut ouvrir des portails Stargate, on va dire. Mais même voyager à la vitesse de la lumière, ça mettrait quelque chose comme 4 ans pour aller à Alpha du Centaure. Donc il faudra forcément... Bon, 4 ans, ça va. Tu peux quand même vivre 4 ans dans un vaisseau. Mais si c'est 20 ans, si c'est 50 ans, il y a peut-être un usage. Mais du coup, ouais, je sais pas ce que tu en penses de... Est-ce qu'il y aurait d'autres usages déjà de ces deux-là? Et puis, si tu peux peut-être aussi nous dire ce que tu penses de la biostase pour la colonisation spatiale. Là, ce serait plus vraiment une histoire de biostase, mais plutôt d'animation suspendue humaine. C'est encore autre chose, et on est vraiment très loin de le développer. Ça demandera une nanotechnologie mature et un contrôle total de nos capacités, de nos systèmes biologiques naturels. Et oui, ça a été envisagé, mais personnellement, je ne fais pas partie des gens qui pensent que ce type d'hibernation soit une bonne méthode. Pour moi, je pense qu'il est plus utile, tout du moins, de télécharger nos esprits dans des sondes de von Neumann et de les balancer à travers la galaxie. Et bien, la technologie principale, c'est la cryogénie, donc la cryobiologie qui est derrière la cryonie.
et ça peut être très utile, par exemple les avancées en vitrification pour la préservation d'organes pour les transplantations. C'est une des avancées en fait qui peut directement être atteinte. Ouais, parce que j'avais entendu aussi parler qu'il y a déjà, enfin aujourd'hui ça se fait très bien de préserver dans le froid les, les ovules par exemple, ou les spermatozoïdes pour la procréation. Voilà, on sait que plus on attend, plus c'est difficile de procréer. Donc il y a des gens qui se disent à 25 ans, je vais préserver mes gamètes et tout ça, ou mes ovules. Et dans le futur, j'aurai peut-être envie de fonder une famille plus tard, et donc je pourrais utiliser ces ovules ou le reste. Donc on voit que ça marche très bien d'ailleurs. Et puis pour les organes, on verra déjà l'état de l'art, peut-être de la technologie, mais ouais, ça c'est aussi un sujet intéressant. Mais du coup, quand on parle de suspendre la mort, utiliser cette technologie pour essayer de préserver, donc du coup de faire de la cryonics ou de la biostase, déjà ça nous pose la question, qu'est-ce que la mort? Comment la définir aujourd'hui par rapport à l'historique? Parce que il y a, je sais pas, au Moyen Âge, quelqu'un qui tombait dans la rue, on regardait s'il respirait. Bon, bah voilà, je sais même pas si à l'époque ils savaient ce que c'était que le pouls, le battement du cœur, si c'était lié à la vie, peut-être, hein. Et donc, du coup, ils mettaient les gens, des fois, dans des cercueils, et ils étaient encore en vie. Ça a certainement donné naissance à des mythes. Il me semble qu'il y avait une anecdote aussi, j'avais lu ça. Dans certains endroits, ils mettaient carrément une cloche qui raccordait au cercueil dans certains cimetières parce qu'il y avait des cas de gens qui se réveillaient dans les cercueils parce qu'ils n'arrivaient pas à définir correctement la mort, et c'était des gens qui avaient juste fait un arrêt cardiaque, ou peut-être qui avaient fait un malaise ou quelque chose, enfin, je sais pas. Et ils s'étaient peut-être retrouvés dans des prononcés morts, hop, on fait ça vite fait, on le met dans le cercueil, et la personne, elle tire la cloche. Du coup, ouais. Et ensuite, ben évidemment, on a compris que c'était lié à plein de choses. Et donc, je pense que ça paraît utile de savoir qu'est-ce que la mort, comment on la définit aujourd'hui médicalement, pour pouvoir prononcer quelqu'un mort et se dire, OK, à partir de maintenant, on peut choisir la cryonie. Parce que si on choisit la cryonie quand on est encore, entre guillemets, vivant, ben ça s'appelle un meurtre, en principe. Donc voilà, la question c'est comment on définit la mort, quoi. Donc, alors pour ce qui est de la mort, on définit la mort de plusieurs manières à travers l'histoire, mais ce qu'on retient aujourd'hui, c'est le concept de mort théorique par l'information. On va prendre un exemple. Donc vous voyez bien, au Moyen Âge, vous tombez par terre, vous arrêtez de respirer, vous étiez déclaré mort. Il y a encore moins de 100 ans, non, même 60 ans, vous faisiez un arrêt cardiaque et on vous déclarait mort. Et aujourd'hui, on déclare la mort comme l'arrêt permanent de toutes les fonctions cérébrales, de l'activité cérébrale. C'est une plutôt mauvaise définition de la mort parce que des études sur l'ischémie ont permis de définir que même des heures après la mort, la structure est très bien préservée. C'est simplement qu'on n'arrive pas, avec la technologie actuelle, à récupérer l'information et à la lire. Le nanotechnologiste Ralph Merkel, dans son article dans les années 90, dans son article Molecular Brain Repair, il a défini la mort comme la mort théorique par l'information ou mort informationnelle. Pour lui, tant que les structures encodant la mémoire et la personnalité restent préservées, ou tout du moins peuvent être récupérées et déduites, alors la personne n'est pas morte. Donc si on peut faire l'inférence de la mémoire et de la personnalité, la mémoire n'est pas morte. Certains philosophes pourraient continuer de définir la mort comme une sorte comme l'interruption d'un flux continu de conscience, sauf que comme on le sait déjà, lors du sommeil par exemple, ce flux est interrompu. Donc on pense vraiment que ce qui compte c'est l'information qui est encodée dans les structures cérébrales, dans le connectome en particulier. Et de ce que tu as dit, il faut qu'on puisse déclarer la mort légale. En général, quand une personne fait un arrêt cardiaque, elle est déclarée en état de mort clinique. Et quand une personne est déclarée en mort légale, c'est qu'on n'arrive plus à la réanimer dans les minutes qui suivent. Le temps idéal pour commencer les procédures de cryoconservation, c'est dans les premières minutes qui suivent l'arrêt du cœur. Donc certains cryonistes, surtout ceux qui sont en phase terminale, ont un certificat de non-réanimation qui permet de commencer les procédures de cryopréservation le plus rapidement possible. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant, puis on voit à quel point la technologie informe finalement quand est-ce que on peut déclarer quelqu'un mort, parce que à partir du moment où on a inventé le défibrillateur, on s'est rendu compte qu'on peut ramener des gens à la vie, ce qu'aurait pu quelqu'un qui assistait à ça, si on avait par exemple transporté quelqu'un du Moyen Âge à aujourd'hui, et on lui montre la défibrillation, il se dit c'est un miracle, c'est ressusciter quelqu'un. Et donc du coup tu dis ouais, ben dans le futur on aura peut-être des technologies encore plus avancées pour ramener le connectome finalement à la vie.
Bon, il y a forcément aussi, j'imagine, une limite sur ce qu'on peut faire lorsque le corps est encore juste prononcé mort, quand les fonctions l'arrêt cérébral, les arrêts les fonctions cérébrales sont, après quelques minutes, je crois. C'est quoi à peu près on va dire le temps maximal où, passé ce délai, on peut plus vraiment rien faire, quoi. Alors c'est beaucoup plus de temps que vous le pensez. La plupart des gens se disent que le cerveau meurt après 4 à 6 minutes de perte d'oxygène. Mais c'est en réalité un mythe. En fait, lorsqu'on meurt, lorsque le processus de mort commence et que le cœur s'arrête, les neurones ne reçoivent plus leur apport constant en glucose et en oxygène, ce qui va causer des dégâts à l'ADN et des pertes de fonction biologique. Mais ces pertes de fonction biologique pourront être réversibles avec une nanotechnologie future très avancée, ce qu'on ne sait pas faire. Par contre, l'ultrastructure cérébrale, avec les connexions synaptiques entre les différents synapses, reste encore préservée pendant environ jusqu'à 36 heures après la déclaration de l'arrêt cardiaque. Et même passé ce délai, même passé 36 heures, on pense que des super intelligences artificielles du futur pourront tout simplement analyser le connectome et utiliser des modèles statistiques et des connectomes déjà existants pour déduire la structure manquante et reconstituer la mémoire et la personnalité de la personne. Donc même si l'information est en partie effacée, on pourra toujours la retrouver. Mais disons que passé 48 heures, disons qu'il n'y a plus d'espoir à ischémie chaude. Aujourd'hui, finalement, parce qu'on sait qu'il n'y a jamais eu de preuve de faisabilité sur un être humain, on n'a jamais pu. Il existe évidemment des gens qui ont signé des contrats et qui se sont déjà subi la procédure de cryonie, de suspension, et qui se retrouvent aujourd'hui sous. C'est quoi Voilà, ils sont à moins, je sais pas combien de degrés. Donc, on parlera peut-être en détail des procédures exactes, mais en tout cas, où on en est au terme de ce qu'on est capable de faire pour ramener des tissus vivants finalement, que ce soit des animaux entiers ou peut-être juste des organes. Qu'est-ce qui est l'état de l'art en termes de cryogénie aujourd'hui? On a déjà eu des reins de lapin qui ont été vitrifiés avec les mêmes cryoprotecteurs qu'utilise la fondation Alcor, qui est le M22, et qui ont été sortis, disons dégelés après moins 196 degrés Celsius et réimplantés dans un lapin, avec une survie à long terme. Et il y a eu une nouvelle avancée là-dessus qui a été refaite il y a quelque temps. J'ai pas lu l'article en détail, mais il y a eu encore des nouvelles avancées sur des reins qui ont été vitrifiés. Il y a eu un cerveau de lapin également, qui a montré un retour d'activité électrique et des synapses très bien préservées après vitrification et décongélation. Et en 2014-2015, il y a eu une équipe de scientifiques de la fondation Alcor, dont Natasha Vitamor, qui ont réussi à préserver des vers C elegans, qui sont des tout petits vers avec 302 neurones, il me semble, qui ont un système de mémoire très faible, avec seulement 1500 synapses, et à les dégeler, et ils ont récupéré la mémoire. Alors c'est clair que comparé à un cerveau humain de 86 milliards de neurones, c'est une avancée qui peut paraître faible. Mais disons que les protocoles de vitrification et de congélation qu'on a appliqués sur ces vers, on peut les appliquer à la même échelle au cerveau humain. Donc ça nous laisse optimistes face à l'avenir, quand même. Et quand on s'intéresse à ce genre de technologie, c'est vrai que l'image la plus courante qu'on peut avoir, c'est ce qu'on a chez nous, quoi. Un congélateur. Genre, on met des fraises au congélateur ou n'importe quoi. Est-ce que ça se passe de la même manière pour la cryonie? J'imagine que non, mais du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu le processus et en quoi il diffère de ce qu'on peut avoir à la maison? Alors, c'est par exemple quand on me l'a remonté quand les gens me disent pourquoi ça coûte aussi cher simplement pour mettre quelqu'un en congélateur. Et en fait, il s'avère que c'est une procédure de médecine d'urgence extrêmement complexe qui nécessite des médicaments, des produits chimiques et des matériaux qui coûtent extrêmement cher et un besoin constant d'azote liquide. En fait, la procédure en elle-même, la procédure idéale, notamment chez Alcor ou Tomorrow Bio, ça consiste à immédiatement après l'arrêt du cœur commencer à utiliser un dispositif qu'on appelle un LUCAS, qui est une sorte de dispositif de CPR pour la réanimation cardio-pulmonaire. On peut également utiliser un thumper et on va venir commencer à réanimer la personne, mais à faire un soutien cardio-pulmonaire, à relancer le cœur. On va injecter des médicaments pour protéger le cerveau et les autres organes de l'ischémie.
On va placer la personne dans un bain de glace portable. On va le remplir avec de l'eau glacée et énormément de glace d'eau. Et on va faire la première procédure qui s'appelle la stabilisation, qui commence immédiatement après l'arrêt du cœur. Ensuite, dans les cas idéaux, pour le transport à long terme, on va remplacer le sang de la personne par une solution de préservation d'organes. C'est pas le cryoprotecteur, mais il peut arriver qu'on remplace directement le sang par le cryoprotecteur, mais ça, c'est après. On va transporter la personne, que ce soit juste sous la forme d'une tête ou le corps entier, sur glace sèche, par avion ou par ambulance, jusqu'à les locaux de l'entreprise. Et là-bas, on va y effectuer la cryoprotection. C'est-à-dire qu'on va remplacer 60% de l'eau du corps, enfin de la personne tout du moins, et tout le sang, ou la solution de préservation d'organes qui avait été introduite avant, par des cryoprotecteurs, notamment le M22 ou le VM1, qui sont deux cryoprotecteurs les plus avancés. Et donc ces cryoprotecteurs, ils vont protéger le cerveau, tout du moins l'organe le plus important et le reste du corps, de la formation de glace et prévenir de la congélation, parce qu'on ne congèle pas les gens, à part dans certains cas où ça se passe mal, on vitrifie les gens dans les cas idéaux. Et ensuite, on va refroidir très rapidement la personne jusqu'à la température de transition vitreuse qui est, il me semble, à moins 124 degrés Celsius. Une fois atteint à la température de transition vitreuse, on va refroidir très lentement sur plusieurs jours, à raison de 1 degré Celsius par heure, la personne jusqu'à moins 196 degrés Celsius pour un stockage dans l'azote liquide, ou jusqu'à moins 140 degrés Celsius environ pour un stockage à température intermédiaire, ce qui est un corps en développement. Ensuite, on va mettre la personne en stockage. Donc, en général, chez Alcor ou Tomorrow Bio, c'est dans un tiroir qui fait 3 mètres de haut et 1 mètre de large. Et on a 4 cadrans. Chaque cadran contient un corps entier, la tête à l'envers dans une nacelle, et une colonne centrale avec 5 cerveaux, ou têtes chez Alcor. Et on peut également aménager les tiroirs chez Alcor pour mettre que des têtes. Par exemple, on peut y mettre 45 têtes entières, des patients neuro. Et pour ce qui est du Cryonic Institute, ce sont des grands tiroirs qui sont, ce ne sont pas des tiroirs, on les appelle des cryostats, et on met 6 personnes là-dedans. Et ils en ont d'autres qui sont carrés et qui sont plus vieux, et on y met directement 7 ou 12 personnes. Et avec la procédure que tu nous expliques là, j'ai l'impression qu'on voit qu'il y a quand même une importance à ce que la personne soit prise en charge le plus rapidement par les services de ces entreprises. Et ça, à quel point, enfin, comment est-ce que ça se fait concrètement? Parce que j'imagine qu'ils peuvent pas, avec l'échelle qu'ils ont actuellement, avoir des services absolument partout en France, en Europe et dans les autres pays. Du coup, j'imagine qu'il y a certaines zones qui sont aussi beaucoup mieux desservies que d'autres. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu les enjeux qu'il y a là derrière? Disons que les États-Unis sont la zone la mieux desservie. Par exemple, je sais que Alcor et Tomorrow Biostasis ont ce qu'on appelle des équipes de SST, donc Stand-by, Stabilisation, Transport. Ils sont des gens qui vont venir avant que vous mouriez si vous êtes mourant, ou après votre mort légale si votre cœur s'est arrêté et qu'on l'a déclaré, parce que vous avez un bracelet et un collier d'identification d'urgence sur vous qui permettent d'alerter que vous êtes membre. Et donc ils envoient une équipe en ambulance ou en avion selon la localisation où vous êtes, et cette équipe va venir intervenir le plus rapidement possible. Pour ce qui est d'Alcor, c'est l'équipe DART, et pour le Cryonic Institute, ils n'ont pas d'équipe. C'est-à-dire que les membres doivent organiser eux-mêmes leur récupération, leur stand-by, en passant par des intermédiaires comme les maisons funéraires locales ou des services spécialisés là-dedans comme Suspended Animation Inc., qui est établi aux États-Unis et couvre uniquement les États-Unis, et International Cryomedicine Expert qui couvre le monde entier. Et oui, d'ailleurs, il faut qu'ils interviennent le plus rapidement possible, et ça, c'est une des choses qu'on sait le moins bien faire. Donc, il y a très peu de cas idéaux. La plupart des cas, il y a eu des retards très longs, donc on conseille toujours aux membres cryonistes de prendre un kit de stabilisation d'urgence sur eux, d'informer leurs proches, leurs amis, et de toujours porter leur bracelet et leur collier d'urgence pour, en cas de décès soudain, que l'intervention se passe le plus rapidement possible. Mais pour ce qui est de la France, on est très mal couvert en France, mais les équipes de stand-by peuvent quand même arriver. Si vous êtes membre d'Alcor en France, une équipe va arriver en avion, mais ils vont également installer un deuxième entrepôt Alcor en Suède, à Stockholm, il me semble. Et c'est surtout Tomorrow Biostasis qui couvre la France.
Mais comme c'est loin des ambulances et des centres, la France est une zone très mal couverte. Et donc tu disais, si on a un collier ou un bracelet, ça suffit pour indiquer au premier respondant d'un incident mortel que on doit être pris en charge pour être cryonisé. Mais est-ce que le personnel ambulancier, ils savent ce genre de choses? Ils vont pas se dire c'est quoi ce collier? C'est marqué appelez Alcor, voici le numéro. Enfin, je sais pas comment c'est quoi en fait la chaîne de communication finalement entre toutes ces organisations là. Alors en général, on dit toujours qu'il faut informer ses proches et sa famille et ses amis, son médecin traitant également, pour pouvoir au cas où informer les proches, enfin pas les proches mais l'organisation de cryonie. Et ce qu'il faut faire également, c'est qu'il faut faire une vidéo de soi-même en expliquant son souhait et signer le plus de papiers possible pour que la procédure soit prise en charge rapidement. En général, ce qui est des pompiers, des ambulanciers, ils savent ce qu'est la cryonie. Ils savent pas dans les détails ce que c'est, donc ça peut être très controversé pour eux et ça peut entraîner des retards. Mais en général, la plupart des gens savent quand même ce que c'est. Donc si ils ont un bracelet où c'est écrit ne pas faire d'autopsie, appeler Tomorrow Bio le plus rapidement possible pour un protocole de biostase, ils vont comprendre en général. Et il y a aussi des cartes d'urgence avec des instructions pour la stabilisation, avec le matériel qu'ils ont directement dans les hôpitaux ou les pompiers. Donc ça permet de vous maintenir stabilisé jusqu'à l'arrivée des équipes. Et tu parlais du fait que quand on était préservé, c'était dans des sortes de grandes cuves. Par contre, un truc que je suis pas sûr d'avoir compris, c'est du coup, t'es préservé avec d'autres personnes dans la même cuve, c'est ça? En effet, avec d'autres patients. Chez Alcor, en fait, c'est pour optimiser la place. Donc ils mettent une cuve d'Ewar avec quatre corps entiers qui sont la tête à l'envers et 5 têtes. Et pour ce qui est de chez Tomorrow Biostasis, c'est exactement la même chose, sauf que ils conservent pas la tête entière, mais seulement les cerveaux pour l'option Brain Only. Et pour ce qui est de Cryonic Institute, oui, c'est exactement des cuves, mais avec 6 personnes en général dedans, la tête à l'envers, dans des sacs de couchage. Et est-ce que tu sais pourquoi ils mettent les gens la tête à l'envers? Oui, alors ça vient du début de la cryonie. C'était à la base, il me semble, à la société cryonique de New York dans les années 70. À l'époque, ils faisaient soit un stockage horizontal, soit un stockage vertical, la tête en haut. Et en fait, ils ont soulevé plusieurs points. C'est que si on fait un stockage la tête en haut, le niveau d'azote liquide il va baisser dans les cuves. Et du coup, ça va au final, à la fin, geler la tête, geler le cerveau. Enfin non, pas geler, mais réchauffer le cerveau. Et ça peut être extrêmement nocif pour l'intégrité du connectome et également le fait que en cas quand on ouvrait dans les cuves d'avant, il y avait des cycles de dégel et de regel en haut du diwar. Et du coup, comme la tête était en haut, ça pouvait tout simplement abîmer là également le cerveau lors des rechargements d'azote liquide. Donc ils ont fini par choisir de mettre les patients la tête en bas pour les patients du corps entier du coup. Et les patients neuro, ils sont stockés dans des boîtes qu'on appelle des neurocanistères, des sortes de grandes boîtes de thon en métal qui sont dans les étagères. Et un petit côté Futurama. Je sais pas si t'as déjà vu la série Futurama avec les têtes. Ça fait penser à ça. Mais du coup, ouais, c'est vrai que quand on pense, alors c'est la question, mais on en discutera peut-être un peu plus en détail. Mais ouais, c'est toute la question de savoir si on est notre corps ou on est notre cerveau. Enfin, bon, on est plus notre cerveau que notre corps, mais à quel point le corps peut être mis de côté, c'est une autre question. Après, il y a aussi la question de savoir comment on va ressusciter les personnes. Je sais pas si on appelle ça ressusciter ou réanimer, je pense que c'est peut-être plus le terme ou autre. Mais en tout cas, il y a la méthode évidemment. On se dit, OK, la personne elle est dans la cuve, dans l'azote liquide, elle est à moins 196 degrés Celsius. On va la remonter progressivement à la température du corps. Et puis, ben, après, il y a tout un tas de procédures pour que cette personne, qu'elle ait été déclarée morte. Donc après, il faut voir comment, j'imagine, la médecine du futur pourra traiter cette personne pour la ramener à la vie. Mais il y a aussi la possibilité qu'on soit dans un monde post-AGI, post-super IA. Et donc, on ait des technologies complètement science-fictionnesques, on va dire, dont la possibilité de numériser le connectome et de finalement avoir un changement de substrat pour la personne. Donc, elle est morte dans un corps biologique. Elle est suspendue. Donc, elle n'est pas tout à fait morte. Elle est plus mise en pause et elle se réveille dans une simulation ou après potentiellement transférable dans un corps
artificiel ou peut-être même un clone. Bon, ça paraît de la science-fiction, mais je pense que c'est pas non plus. Enfin, il n'y a pas beaucoup de lois de la physique qui interdisent tout ça, j'ai l'impression. Donc voilà, est-ce que j'ai fait le tour de toutes les possibilités pour ramener quelqu'un à la vie ou est-ce qu'il y en a d'autres? Pour ce qui est du revival, on a énormément d'articles qui ont été écrits là-dessus, mais ça reste très théorique. Un des articles fondateurs, c'était en 1986 dans le livre d'Eric Drexler, qui est un expert en nanotechnologie moléculaire, qui était les engins les moteurs de la création, où il expliquait tout simplement, dans son chapitre 9 sur la biostase, comment la nanotechnologie, comment en fait on va pouvoir rétrécir les dispositifs et les ordinateurs au point de pouvoir créer des machines des milliers de fois plus petites que des cellules, des assembleurs moléculaires, qui vont arriver par milliards dans les cerveaux humains préservés et réparer les neurones un à un, ressouder les axones qui ont été brisés, réparer au niveau des synapses, reconnecter les synapses, reconnecter tout le corps et réparer en fait. La clé du revival, c'est vraiment ce qu'on appelle la nanotechnologie moléculaire. Si vous allez sur le site Cryonics Archive, vous trouverez énormément d'articles sur le revival à la nanotechnologie moléculaire. Mais si vous vous intéressez aux procédures de réanimation, un expert en nanomédecine qu'on appelle Robert Freitas, qui est un des plus grands génies de ce siècle, selon moi, a écrit en 2022, à 70 ans, un livre qu'on appelle Cryostasis Revival, et c'est à ce jour l'étude la plus complète. C'est le premier protocole théorique pour la réanimation des personnes cryopréservées qui présentent deux plans, un plan A et un plan B. C'est un livre en anglais de 700 pages, vous trouverez le PDF gratuit sur internet, et ça explique en général comment des nanorobots médicaux vont réparer le corps. Le plan A, ce serait de scanner la personne et de la réparer physiquement avec les nanorobots, et le plan B, ce serait littéralement de la désassembler atome par atome pour la réimprimer, que ce soit atome par atome avec des nanomachines, ou tout simplement dans un ordinateur, ce qu'on appelle un téléchargement de l'esprit. Et pour ce qui est des gens qui sont seulement des têtes, il y consacre un chapitre, il me semble que c'est le chapitre 6 là-dessus, où il explore toutes les méthodes pour faire retrouver un corps aux patients neuro. Parce que nous savons que c'est très controversé comme méthode la neuro, parce qu'on sait que tout le système nerveux, le nerf vague, les neurones qui sont dans les intestins, dans le cœur, tout ça, ça aide à la cognition. Mais ce qu'on sait également, c'est que seules les informations sur la mémoire et la personnalité qui sont encodées dans le cerveau sont nécessaires. C'est-à-dire que tout le reste du corps peut être remplacé. Et on peut utiliser une de vos cellules souches pour refaire pousser un corps jeune et sain en quelques dizaines de jours autour de votre corps, enfin autour de votre cerveau. Ou alors tout simplement, on peut vous faire un corps robotique, tout ce genre de choses, quoi. J'ai l'impression que ça change beaucoup en fonction des approches qu'on peut avoir. Il y a des approches des neurosciences plus incarnées, où vraiment le fonctionnement c'est un cerveau dans un corps, dans un environnement, et les choses semblent très difficilement séparables les unes des autres. Là où il y a des approches des neurosciences qui sont un peu plus computationnelles, et j'imagine qu'en fonction de notre approche, on n'aura pas non plus la même probabilité sur le fait que conserver juste le cerveau ou juste la tête suffise, quoi. Dans tous les cas, dans toutes ces approches, on va dire que conserver seulement le cerveau suffit parce que tout le reste pourra être déductible directement de votre ADN et on pourra le reconstituer avec une bonne qualité. Ou alors, il est similaire aux autres personnes. À part le cerveau, à part le connectome qui lui se remodèle au fil du temps et qui encode finalement votre mémoire et votre personnalité. Mais disons qu'on a deux approches en neurosciences sur l'identité personnelle, parce que ça c'est un grand débat. Est-ce que vous allez survivre? C'est est-ce que, par exemple, l'approche de la continuité physique, où en fait ce qui fait vous, c'est votre cerveau, votre substrat, et sa continuité de remplacement, et du coup, si on répare votre cerveau original, ce sera bien vous qui serez réveillé, mais si on adopte cette approche, désassembler un cerveau atome par atome pour le réassembler sous forme de copie dans un ordinateur, ce n'est pas préserver la personne, ce serait tuer la personne et la remplacer par une copie. Après, moi, je suis de camp de l'autre côté, qui est la continuité psychologique, qui dit qu'il n'est pas nécessaire de préserver une continuité psychologique, mais seulement une continuité informationnelle. Et donc, copier le connectome à l'identique préserverait, même si c'est contre-intuitif, l'identité personnelle originale. Puisque pour moi, l'identité personnelle, c'est un concept flou, et de toute façon, il n'est pas nécessaire comme je l'ai déjà expliqué, de préserver le reste du corps, à part certaines informations au niveau de la connexion entre les neurones et les nerfs,
qui peuvent vous faire perdre quelques compétences motrices comme jouer du piano ou nager. Ouais, puis c'est vrai que ça m'a toujours paru être assez probable que dans le futur, si on met de côté tous les possibles dérives, ou en tout cas qu'on n'a pas de futur du tout, mais s'il y a un futur plus ou moins positif qui nous attend, je pense que une chose qui pourra être fait, ce sera la possibilité de changer de corps. Je pense que si on arrive à maîtriser une certaine forme de technologie liée au connectome, on pourra, tout comme aujourd'hui, il y a des gens qui changent de sexe, d'identité, il y en a qui changent, qui aiment se mettre, qui ont une période punk et après elles décident d'aimer autre chose ou d'appartenir à une autre identité culturelle, ce genre de choses. Je pense que dans le futur, on sera beaucoup plus à même de faire ça, mais avec carrément le corps humain. Comme tu disais, on va pouvoir choisir peut-être un corps sur mesure et transférer, un petit peu comme la série Altered Carbone. Bon, c'est évidemment souvent tourné en dystopie, mais je pense que le fondement du procédé, il est potentiellement, je pense qu'il peut y avoir des bons futurs à ce niveau-là, mais aussi forcément des dérives, si c'est évidemment réservé aux personnes les plus riches, tout ça. Puis ce serait un moyen de survivre à la mort aussi, parce qu'on pourrait sauter de corps en corps juste pendant des siècles, en fait. D'ailleurs, il y a aussi un usage, moi, que je trouve intéressant, la possibilité de faire de la biostase ou de la suspension comme ça. C'est justement d'être curieux par rapport au futur et de se dire, bon, bah là, j'ai l'impression que les 50 prochaines années, ça m'intéresse pas trop. Je vais me mettre en pause et je vais me réveiller en 2350 pour voir ce qui se passe. C'est risqué parce que forcément on sait pas ce qui nous attend et puis de aujourd'hui à 2350, l'endroit qui me maintient sous préservation cryonique, peut-être qu'elle va fermer ses portes ou il va y avoir un attentat ou quelque chose comme ça qui va faire en sorte, enfin qui va couper l'alimentation. Il y a beaucoup de choses qui peuvent mal tourner en fait. Mais bon, c'est une idée intéressante, je trouve. Un petit peu finalement comme dans Futurama, le mec qui se retrouve en 1999 et par accident il est cryonisé et il se réveille en l'an 3000, je crois. Bref, petit aparté. Moi, ce que je me demandais du coup, c'est avec tout ce que tu nous as expliqué là, si tu devais donner une sorte d'ordre de grandeur de serait la probabilité que concrètement, si on se fait cryogéniser aujourd'hui, on puisse un jour revenir à la vie d'une manière ou d'une autre, tu dirais que ça se situe dans quoi comme ordre de grandeur? Arthur C. Clarke avait estimé ça à 90% parce que Arthur C. Clarke était abonné au magazine d'Alcor et suivait en direct ce qu'il faisait, mais disons qu'on peut pas estimer la probabilité. On peut pas, personne ne peut estimer la probabilité. Et personne, du moins la vraie cryonite telle qu'elle est réellement pratiquée, ne peut dire qu'elle n'a aucune chance de fonctionner. Car il n'y a strictement rien dans les lois de la physique qui empêche que la cryonie telle qu'elle est actuellement pratiquée par des organisations ou entreprises puisse fonctionner. Pour ce qui est des probabilités, disons que ça va tenir sur plusieurs facteurs. La probabilité que vous mourrez dans de bonnes conditions, enfin dans de suffisamment bonnes conditions pour qu'on puisse au moins restituer votre connectome dans le futur. La probabilité également que votre entreprise de cryonie réussisse à vous préserver le temps nécessaire, la probabilité que la société humaine atteigne un stade très mature, notamment grâce à l'intelligence artificielle et la super intelligence artificielle qui permettent de développer la nanotechnologie et la biotechnologie nécessaires à la réanimation, et la probabilité qu'on arrive à vous réanimer dans le futur. Il y a également d'autres facteurs comme la probabilité que votre identité personnelle soit préservée et que la personne réanimée ne soit pas une copie. Mais disons que tous ces facteurs font que on peut pas estimer les probabilités. Il y a quelqu'un qui s'appelle le docteur Stephen B. Harris, qui a été cryopréservé en 2023 par Alcor, qui a fait un article d'un examen des probabilités dans les années 80 que la cryopréservation fonctionne. Et dans ses conclusions, il est arrivé à la conclusion, il me semble que c'était environ 14% de chance. Donc c'est quand même très faible, mais c'est bien mieux que 0% de chance de survivre et de ne pas être effacé si vous choisissez l'enterrement ou la crémation. C'est souvent l'argument le plus, c'est celui auquel j'ai tendance à donner le plus de crédit finalement quand je réfléchis, ok, pourquoi la cryonie? Bah, s'il y a 1% de chance que ça marche, c'est mieux que la crémation. Alors il y a quand même un tout petit peu de probabilité qu'il y ait un truc qui s'appelle la résurrection quantique. Mais ça, c'est tellement abstrait, c'est tellement métaphysique et en gros, tu peux peut-être mettre 0,0001% de chance que la résurrection quantique puisse exister. En gros, c'est l'idée que finalement, l'information dans l'univers, elle n'est jamais vraiment perdue. Et donc,
dans le futur, une civilisation suffisamment avancée ou une super intelligence suffisamment avancée qui pourrait finalement être une sorte d'ordinateur quantique de la taille de la galaxie, par exemple, pourrait pouvoir simuler tout le passé qui a eu lieu à l'atome près, enfin même de manière subatomique. Et donc, toutes les personnes qui ont vécu dans le passé, donc potentiellement nos ancêtres et nous-mêmes. Donc voilà. Mais ça, c'est tellement. Et puis, il y en a qui pensent que c'est peut-être craignos parce que ça nous amène au basilic, le recall basilic, des trucs où une super IA pourrait rétroactivement se créer en menaçant les humains. Enfin bref, c'est hyper compliqué. D'ailleurs, c'est un info hasard. Peut-être pas trop que mais ouais, à part ça, oui, effectivement, la deuxième meilleure chose, c'est la cryonie. Et la troisième, enfin, après, oui, forcément, c'est la crémation. Et là, il n'y a aucune chance. Sauf pour les personnes, évidemment, qui ont des croyances sur l'après-vie. Mais même ça, je dirais que ça va. Être cryonisé, ça n'empêche pas qu'un jour, on ira au paradis, si ça existe. Parce que c'est juste retarder un petit peu tout ça. Pour être honnête, j'ai vraiment du mal à penser qu'il puisse y avoir une vie après la mort, parce que d'après ce que nous savons, le vivant est mécaniste et en fait, il se base sur l'information, sur des engrenages moléculaires au niveau des synapses, des interactions très complexes. Et lorsque les structures qui sous-tendent ces interactions sont effacées, il n'y a plus rien. Donc j'ai du mal à imaginer qu'il puisse y avoir une après-vie. Mais ça, c'est seulement mon avis personnel. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Après, on peut dire, si on vit dans une simulation qui est aussi potentiellement un argument assez solide, on va dire qu'on peut peut-être mettre 20-25% de probabilité qu'on est dans une simulation si on suit certains raisonnements. Alors dans ce cas, c'est beaucoup plus facile d'imaginer qu'on pourrait survivre parce que c'est juste de l'information. C'est un peu comme un backup. Et peut-être que le paradis, c'est une autre forme de simulation, quoi. C'est le level up. Ouais. Bah, bref, après, on part dans des discussions métaphysiques qui sont, on peut pas, il n'y a pas de preuve de faisabilité, enfin, comment on appelle ça, falsifiabilité, enfin, en anglais, falsifiable. Ouais, en gros, Karl Popper, le philosophe, disait que la science doit être falsifiable et si tu peux pas, c'est un peu de la pseudoscience ou alors de la philosophie et donc c'est intéressant, mais au final, c'est toujours difficile de trancher. Donc ouais, partir d'un point de vue purement physicaliste, moniste, on peut pas penser qu'après la mort, on survit. Mais bon, il y a aussi les panpsychistes qui pensent que la conscience peut être primordiale, ce genre de choses. Donc ça laisse supposer que potentiellement il peut y avoir une continuité, mais même là, j'ai du mal à. Et d'ailleurs, ce que tu me disais, Gaëtan, je trouve ça fait pas mal écho aux épisodes que tu as pu faire avec Rudolf Bierand sur le cosmisme, où c'est une philosophie du coup qui voulait remettre à la vie tous nos ancêtres, quoi. Voulait vraiment ressusciter absolument tout le monde. Et je sais pas à quel point dans cette philosophie ils avaient imaginé des façons physiques enfin concrètement comment on fait, quoi, parce que c'est pas évident. Mais en tout cas, c'est marrant de voir qu'il y a vraiment des gens qui ont adhéré, non seulement à préserver les gens qui existent déjà maintenant et qui vont mourir prochainement, mais aussi faire revenir tous nos ancêtres, quoi. Oui, ouais, c'est vrai que j'avais oublié la philosophie cosmiste. Dans certaines, bah, oui, il y a, on va dire, une variation, mais dans certains cas, il y avait cette croyance que la résurrection technologique, finalement, ça serait possible, une fois qu'on aurait suffisamment de connaissances, tout ça. Je pense que c'est un peu lié à l'idée peut-être de résurrection quantique ou ce genre de choses, mais après, il y a des idées, quand on commence à toucher à l'infini, toi, si l'univers est infini dans la taille, alors quelque part, très 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 loin, au-delà de l'univers observable, on a des copies de nous-mêmes parce que c'est infini. Oui, exactement. Donc finalement, il y en a même qui pensent, bah, forcément, la théorie des mondes multiples d'Everett sur l'interprétation de la mécanique quantique. Du coup, ben, ça présuppose qu'on a aussi l'univers finalement se branche. Il y a des branches de l'univers un peu partout. Il y a comme ça des splits et donc on aurait aussi beaucoup de copies. Donc il y a ce concept d'immortalité quantique qui fait que ça, ne fait pas ça chez vous, mais c'est une expérience de pensée, hein. Mais que théoriquement, si tu meurs, mais si tu fais une expérience où tu as une façon aléatoire de mourir, si ta conscience persiste, donc en gros, si t'es pas mort, quoi, et ben, tu es dans une branche de l'univers où tu n'es pas mort. Et il y a plein d'autres branches de l'univers où ben, l'expérience, elle a eu lieu, mais malheureusement, tu es mort. Et donc, pour toi, en tant qu'observateur, finalement, avec ta subjectivité, tu peux que te retrouver dans l'univers où tu es vivant. Et si tu répètes l'exercice des milliers de fois, il y aura forcément une expérience subjective
qui correspondra à une personne ayant vécu 1000 fois, survécu 1000 fois cette espèce d'expérience de pensée, quoi. C'est Max Sternbach, un physicien du MIT qui a parlé de ça. Bon, ça n'a pas grand-chose à voir avec le sujet, mais je trouve que c'est quand même Oui, bah, pour être honnête, je pense que il faut pas aller chercher là-dedans et je pense qu'il faut rester prudent et préserver le connectome avec les technologies qu'on a actuellement pour voir si on peut faire quelque chose plus tard, plutôt que de se tourner vers des choses, des pseudo-croyances en une immortalité quantique qui n'existent, qui sont probablement fausses de toute façon. Oui, ouais. Ça, de toute façon, c'est un gradient de probabilité. Plus de chances que la cryonie fonctionne. Même si je pense que, après, on en discutera peut-être plus tard sur les raisonnements, si c'est rationnel de le faire maintenant ou si, au vu de ce qui arrive plus tard, bref. Mais il y a aussi un autre truc que je voulais mentionner, c'est au niveau de la confiance que tu as dans le futur. Parce que j'imagine que pour que le futur soit intéressé de ramener les gens qui sont dans ces entrepôts, dans ces entreprises, dans des cuves, il faut que ce futur déjà soit pas en guerre civile. Enfin, on peut imaginer s'il y a une troisième guerre mondiale, il y aura pas beaucoup de ressources dédiées pour ramener les gens dans le futur. Donc en fait, il faut avoir de la confiance que le futur sera positif, que il y aura pas de catastrophe existentielle, etc. Et aussi, un truc moi qui personnellement, c'est une petite hésitation, c'est si je suis ramené dans la vie, par exemple, à travers un procédé comme la téléchargement de l'esprit, et je me retrouve dans une simulation, en fait, j'ai perdu tout contrôle sur ce qui m'arrive finalement. Je suis à la merci, d'une certaine façon, du futur, des gens qui m'ont ramené. Je sais pas qui c'est qui m'a ramené. Je me retrouve peut-être dans une simulation qui simule l'enfer. Et bon, on est presque, on est un peu dans un épisode de Black Mirror, quoi. Je sais pas si t'as vu cette série. Il y a beaucoup dans la série Black Mirror, ce qu'on appelle des mind crimes, c'est-à-dire des tortures d'esprit simulés. Parce que c'est beaucoup plus facile, finalement, d'imaginer des tortures presque infinies sur des esprits qui sont numérisés parce que les contraintes d'un monde virtuel sont beaucoup plus faciles à paramétrer que le monde réel, quoi. Même si les tortures dans le monde réel sont suffisamment atroces, on pourrait toujours se dire que si les choses sont vraiment si terribles, terribles, terribles dans ma vie, il y a toujours une porte de sortie. Mais si je suis simulé et que j'ai absolument aucun contrôle sur mes conditions, si je suis dans un enfer, bon, bah, c'est potentiellement l'éternité, quoi. Ça, moi, c'est le genre de truc qui me fait poser un petit peu. Même si, encore une fois, si on met à plat les probabilités que ça arrive, peut-être que c'est extrêmement faible et que ça vaut pas le coup de se poser la question, quoi. Mais comment tu réfléchis, toi, d'une manière générale, au futur, comment il va traiter les personnes qui se font fait cryoniser? Bah, pour être honnête, pour moi, il y a strictement aucun problème à ce niveau-là. L'idée qu'on puisse être réanimé pour être torturé à l'infini, ça n'aurait strictement aucun sens. Parce que voilà, il faut voir les choses comme elles sont. Les cryonistes sont des petites communautés de personnes qui cryoconservent d'autres cryonistes dans l'espoir de les ramener parce qu'ils pensent que la vie est précieuse. Si vous serez réanimé, vous ne serez pas, c'est pas des archéologues qui vont trouver les diwars et qui vont avec des torches et qui vont réanimer les gens, ça n'aurait aucun sens. Vous serez réanimé par une longue chaîne de cryonistes ininterrompue. Alors petite échelle locale. Et si cette petite longue chaîne de cryonistes ininterrompus continue d'exister, si elle réanime ses patients, alors il y a aucune raison qu'elle les réanime pour les torturer, parce que si vous êtes réanimé par d'autres cryonistes du futur, c'est que le futur a permis la persistance du mouvement, qui repose de toute façon sur la valeur de la vie humaine et sur la valeur de vivre heureux. Donc de toute façon, si vous serez réanimé, vous serez forcément réanimé dans un monde beaucoup plus avancé, dans un monde possiblement qui serait si vous êtes réanimé, c'est que le monde veut de vous. En tout cas, pas forcément qu'il en a besoin, puisque j'ai pas de raison de penser que le monde aura besoin de nous dans le futur. De manière à ce que les gens dans le futur seront des post-humains très avancés, modifiés, téléchargés. Et pour eux, nous, les gens d'actuellement, on serait juste des sortes de singes primitifs. Et si vraiment ils nous réaniment, bah, ils nous réanimeraient pour nous faire profiter de ce futur parce qu'ils ont toujours la valeur de la vie humaine en eux. Il y a strictement aucune raison qu'ils prennent du temps et des ressources simplement pour réanimer des êtres qui leur sont inférieurs et pour les torturer à l'infini. Donc je m'inquiète pas de ça, ça n'aurait strictement aucun sens. Oui. Bon, c'est vrai qu'on peut quand même se dire qu'il y a des lois éthiques qui existent déjà aujourd'hui pour empêcher des tortures médicales ou des trucs comme ça. Il y a quand même des choses qui sont faites, donc on peut se dire que dans le futur ce sera pareil. Il y a aussi un truc, c'est que cette longue lignée de cryonistes, finalement, elle a pas à être si longue que ça, parce que j'ai quand même l'impression que
on n'est pas non plus à des années-lumière, hein, on n'est pas à des dizaines de milliers d'années de l'époque où on pourra réanimer les gens. Je pense que c'est quand même d'ici la fin du siècle déjà, je pense qu'on sera bien avancé. Surtout si on a l'apparition de l'AGI en 2030. Et donc, à mon avis, voilà, tout ça, ça pourrait être accéléré très très vite. Donc, en fait, si les gens se mettent en suspension aujourd'hui parce que malheureusement il leur arrive quelque chose, la chose la plus tragique finalement qui puisse arriver à une vie, son arrêt, suspension, peut-être que ce serait une suspension de 50 ans, peut-être quelque chose comme ça. Donc, à la limite, les enfants seront vivants quand de la personne qui s'est mise en suspension, peut-être. Je pense vraiment pas à ça. Moi, il y a des cryonistes qui pensent que dans 50 ans, on pourra réanimer les gens. Mais pour être honnête, j'ai lu énormément de sections du livre Cryostasis Revival et je l'ai feuilleté en entier. Et les procédures qui y sont décrites sont tellement de la science-fiction, se basent tellement sur de l'hypothèse envers une nanotechnologie mature dans le futur, que pour être honnête, pour moi, ce sera pas avant 200 ans. Même avec l'AGI, même avec les progrès en nanotechnologie qui pourraient exploser d'un coup, les corps et les cerveaux sont tellement abîmés, même au niveau moléculaire, au niveau atomique, et les procédures sont tellement loin de ce qu'on envisage aujourd'hui et de nos capacités en médecine, que 200 ans, ça me paraît être juste, en fait. Donc, je suis pas dans le groupe de cryonistes qui pensent qu'on pourra réanimer les gens dans 50 ans, étant donné l'ampleur du défi et l'ampleur des dégâts, surtout que la plupart des cas, comme je l'ai dit, sont non idéaux. La moitié des cas, on va dire, sont des straight freeze, donc des congélations directes sans perfusion à cause des longs délais et des technologies rudimentaires de l'époque. Donc, pour être honnête, pour moi, on pourra pas réanimer les gens avant au moins 200 ans. Et si vous voulez comprendre pourquoi je dis ça, il faut que vous lisiez le livre Cryostasis Revival ou que vous y jetez un œil. Mhm. Oui, bah après, c'est sûr qu'il y a aussi potentiellement enfin, peut-être que les efforts dans la science et la technologie et la recherche après une IA générale, ce sera plus dans la lutte contre le vieillissement, quoi, quelque chose de directement applicable aux humains. Même là, il y a beaucoup de travaux à faire et on n'a pas progressé énormément. Et plutôt que de ramener des gens à la... Donc, mais ça a toujours été le plan A, j'ai quand même l'impression hein, que c'était... Dans l'idée de survivre la mort, c'est plus de se dire comment on fait pour rester en bonne santé le plus longtemps possible, pour avoir les premières technologies qui vont nous permettre de franchir le premier pont et ensuite d'arriver sur la vitesse d'échappement de la longévité qui en fait que je vis un an de plus chaque année. Donc au final, je gagne un an de plus de vie, d'espérance de vie chaque année. Donc du coup, ben, j'ai un peu vaincu la mort biologique. Et à ce niveau-là, la question de la suspension, elle se pose juste en cas d'accident, parce que ça peut toujours arriver évidemment. La suspension, c'est une sorte de plan B, en fait. Moi, je le vois comme un plan B, pas comme un plan A. Par exemple, je sais que de nombreux experts dans la lutte contre la mort, contre le vieillissement, sont tous inscrits à la cryonie. Par exemple, si vous prenez Aubrey de Grey, vous voyez qui c'est, là, qui est un expert dans la lutte contre le vieillissement, ou même Nick Bostrom ou Anders Sandberg, qui sont des cryonistes, enfin des transhumanistes, et ben ils sont eux-mêmes tous inscrits. Donc la plupart des experts, si vous voulez, que ce soit dans le transhumanisme, ils ont décidé de s'inscrire à la cryonie, mais pas comme plan A, parce que personne ne veut évidemment finir en suspension. Moi, ma pire peur, ce serait la mort, et ma deuxième pire peur, ce serait de finir en suspension. Ce serait de mourir par accident et de finir cryoconservé. C'est vraiment une sorte de plan B, c'est une bouée de secours dans le cas où vous n'arrivez pas à atteindre la LEV ou dans le cas où vous faites un accident comme un arrêt cardiaque, par exemple, et que vous êtes obligé d'être congelé, du coup, comme dernier espoir. Et ce que tu disais est intéressant étant donné que si on est conservé pendant potentiellement par exemple 200 ans comme tu pouvais le dire, est-ce que d'un point de vue financier, écologique, etc., ça coûte beaucoup à quelque part de conserver les gens pendant longtemps, ou bien est-ce que finalement l'essentiel du coût c'est vraiment tout le processus de départ, mais après conserver les corps pendant plusieurs dizaines d'années, finalement autant d'un point de vue financier qu'écologique, c'est pas très problématique que ça, quoi. La plupart des gens pourraient se dire, le coût, dans mon inscription, les coûts qui seront dédiés à l'achat de l'azote liquide et au financement de ce qu'on appelle les soins à long terme, c'est le mot qu'on utilise pour dire le stockage, et lorsque ces coûts seront épuisés, je vais être dégelé et enterré. Ça n'aurait aucun sens. Je peux pas vous expliquer en détail tout le système financier avec les cartes Trust, le patient carte Trust chez Alcor qui est derrière. Donc vous pouvez vous renseigner directement sur le site Phoenix Archive, mais pratiquement
Ce que je peux vous dire, c'est qu'on peut conserver, les entreprises et les organisations peuvent conserver les patients de manière indéfinie, sans jamais avoir besoin de les décongeler ou d'être bloqués par la juridiction. Et disons que elles peuvent se maintenir à long terme par les communautés de cryonistes de manière très stable. Mais c'est quand même une variable qui est moins probable que la variable d'être conservée dans de bonnes conditions. Donc le fait que les entreprises puissent ne pas tenir et s'effondrer, ça peut être grave. Mais disons qu'il y a les 3 grandes entreprises de cryonie qui sont Cryonic Institute, Tomorrow Biostasis et Alcor. Et si l'une d'elles s'effondre, les patients peuvent être transférés vers une autre entreprise. Ça a déjà été fait dans le passé dans plusieurs cas. Donc finalement, le système pour maintenir les gens à long terme, il est assez robuste. Et puis finalement, une fois que les patients sont mis justement comme ça, j'imagine que c'est pas extrêmement compliqué de les conserver non plus, quoi. Enfin, il faut peut-être changer l'azote liquide ou quelque chose comme ça, mais il n'y a pas toute la phase qui est compliquée, c'est vraiment au départ, j'ai l'impression. Oui, toute la phase la plus compliquée, c'est d'intervenir le plus rapidement après la mort, après l'arrêt cardiaque, disons, et de stabiliser la personne. C'est vraiment le transport également du patient, que ce soit par avion ou par ambulance, c'est également une des phases les plus compliquées. Après, du moment que vous arrivez dans l'entreprise de cryonie, le moment de la perfusion ou le moment où on va vous stocker, ça se passe en général beaucoup mieux. Enfin, disons que les gens sont beaucoup plus sereins à ce stade parce que les phases critiques, c'est pas de maintenir les gens pendant des milliers d'années dans les cuves, c'est vraiment l'intervention rapide après la mort légale. Donc c'est pas vraiment un problème ça. Une fois que vous êtes placé en biostase, disons que vous êtes en sécurité. Quand c'est que toi, tu penses qu'il y aura, parce que tu dis que t'as pas mal, t'es pas tellement confiant sur des progrès rapides, c'est plutôt, tu te dis si ça arrive peut-être dans 200 ans, mais est-ce que tu penses que d'ici là, on aura quand même des preuves concrètes de faisabilité sur, par exemple, des animaux, des souris, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a déjà des expériences qui sont effectuées aujourd'hui? Quel est, voilà, les chercheurs cryonistes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Quelles sont les choses qu'ils essaient d'apprendre et pouvoir faire pour repousser la frontière de connaissance sur le sujet finalement. Alors oui, par exemple, là, il y a Cryora qui a été lancé, qui est de placer un rat à très basse température et le réanimer juste après, qui doit être une avancée qui doit être réalisée dans les années à venir, dans les mois à venir, même si on est très confiant. Et disons que d'ici 50 ans, la page Wikipédia sur la cryonie, je pense qu'elle sera plus indulgente. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez sur Wikipédia et que vous allez sur la page cryonie, vous verrez immédiatement que c'est écrit que c'est des escrocs, c'est des charlatans, ça fonctionnera jamais, quoi. C'est la plupart des articles qui traitent de cryonie, c'est des articles de presse sensationnaliste. Vous imaginez bien qui ne traitent pas vraiment du sujet tel qu'il est vraiment. La cryonie reste un sujet de niche et même avec des avancées comme les avancées en transplantation de reins de lapin, les avancées sur des cerveaux de lapin également, ça reste un sujet qui est assez invisible. Et pour la plupart des gens, ça restera toujours une sorte de pseudo-science ou ce genre de choses. Parce que toi, tu penses, à quel point en fait on peut vraiment faire confiance à ces entreprises dans leur volonté de vraiment ramener les gens à la vie? Ou bien est-ce qu'il y a justement, comme tu le dis, certains articles vont dire que, au contraire, c'est juste de l'arnaque, qui veulent juste de l'argent et qui ils s'en foutent un peu en réalité ils ont pas vraiment de mission derrière, quoi. À quel point est-ce que tu penses qu'on peut leur faire confiance? Parce qu'il y a des 3 grandes organisations qui sont Alcor, Tomorrow Bio et Cryonic Institute, vous pouvez leur faire confiance. Enfin, je veux dire, elles sont gérées par des cryonistes qui sont eux-mêmes inscrits dans ces organisations. Il y a personne derrière pour tirer profit de l'argent. Tout va dans le stockage ou les opérations, votre stand-by, tout ça. Et c'est vraiment des gens qui sont sérieux, pour preuve, Alcor a publié un livre de 700 pages sur la réanimation récemment. Ce sont des entreprises généralement qui ont une transparence totale. À part, il y a eu des cas dans une autre entreprise qui s'appelle Cryorus, où il y a beaucoup moins de transparence et où c'est beaucoup plus rudimentaire. Et là, ça pourrait ressembler à une sorte d'arnaque. Mais en tout cas, pour ce qui est des 3 grandes organisations, c'est une transparence totale et il y a strictement aucun problème. Je peux vous garantir que c'est pas des arnaques, même si vous trouverez énormément d'articles qui en parlent.
une fraude à la consommation, une arnaque, ça implique une tromperie à des fins lucratives. Ça échoue puisque tout simplement, ils n'ont aucun bénéfice à tirer de votre argent. Et de toute façon, la cryonie est connue pour consommer beaucoup plus l'argent des gens qui la pratiquent, qui sont d'ailleurs des passionnés, que pour apporter un bénéfice financier qui n'existe pas. La réalité, c'est que les entreprises de cryonie sont dirigées par des gens qui pensent que elles peuvent être bénéfiques pour eux-mêmes, leur famille, leurs amis et le reste du monde. Et on entend parfois que la cryonie, ce serait quelque chose vraiment de réservé à des ultra riches de la Silicon Valley. À quel point ça c'est vrai, à quel point c'est accessible finalement? C'est complètement faux. La plupart, il y a quelques cryonistes qui sont milliardaires, ils se comptent, j'imagine, sur les doigts d'une main. Mais pour la plupart des cryonistes, c'est vraiment des gens comme vous et moi. C'est des gens qui n'ont pas spécialement tant d'argent que ça, qui sont juste dans la classe moyenne. Et la plupart des cryonistes financent par une assurance vie, à raison de quelques dizaines d'euros par mois. Ça dépend de l'âge auquel vous vous inscrivez et de l'option que vous choisissez. Mais disons qu'une assurance vie pour tumorobiostasis de 70 000 euros pour le cerveau seul, si vous vous inscrivez à 18 ans, vous comptez pas plus de 15 euros par mois. Pareil pour si vous vous inscrivez à 36 ans et que vous choisissez le corps entier chez Tumorobio, vous ne pouvez pas compter plus de 50 euros par mois, ce qui est excessif, mais ce qui est le prix finalement d'un repas au restaurant avec sa famille et ce qui est largement abordable. Donc finalement, si vous êtes suffisamment passionné et que vous êtes prêt à mettre un peu d'argent dedans et un peu d'argent dans votre vie, ça restera abordable pour toute personne, au moins qui vit en Occident et qui est dans la classe moyenne. Donc les coûts, c'est vraiment pas un problème. D'accord. Et donc, ouais, vu que toi, si j'ai bien compris, tu as souscrit à un contrat de cryonie. Non, j'ai actuellement 15 ans, mais je dois souscrire à un contrat de cryonie à mes 18 ans. J'ai choisi de souscrire chez Tumorobiostasis pour la préservation du cerveau seul. C'est comme la neuro chez Alcor, sauf que contrairement à la neuro chez Alcor, en fait, ils effectuent la neuroséparation, donc la séparation de la tête du corps, à 0 degré Celsius, entre la 6e et la 7e vertèbre cervicale, et ils conservent la tête en entier. Chez Tumorobiostasis, le crâne est ouvert et le cerveau est extrait. Du coup, tous les nerfs et la moelle épinière sont sectionnés pour pouvoir prendre le cerveau et le stocker dans un divoire. Et donc moi, je vais choisir cette option déjà parce que c'est plus économique que une préservation du corps entier chez Tumorobio, et parce que je vois pas d'intérêt à essayer de compromettre la viabilité de mon cerveau, de mon connectome, si c'est pour conserver une masse de tissu supplémentaire qui devra probablement être remplacée à un moment donné. C'est intéressant, à 15 ans, tu as déjà prévu de faire ça, donc à tes 18 ans. Est-ce qu'au niveau légalité en France, comment ça se passe? Parce que j'imagine que, bon, déjà en France, je crois pas qu'il y a de centre. On avait discuté avec une personne qui fait partie de l'association cryoniste française, je me rappelle plus exactement la dénomination. Je crois que son prénom c'est Taya, il me semble. Elle était intéressante, elle était venue sur ce podcast. Et sinon, ouais, on a discuté avec Anderson Berg et Natacha Vitamor qu'on a reçu. On n'a encore pas reçu Max More, mais on pourrait l'inviter aussi. Mais en tout cas, non, Nick Bostrom, il est difficile à avoir, mais un jour, on l'aura. Mais oui, ouais, du coup, enfin, comment ça se passe au niveau en France pour souscrire un contrat? Est-ce que il n'y a pas de problème à ce niveau-là? En France, pour ce qui est de souscrire un contrat, vous avez aucun problème à souscrire un contrat avec une des 3 grandes entreprises de cryonie. Mais disons que en France, le conserver un corps, parce que vous êtes considéré comme un cadavre légalement, parce que la loi française évidemment et ni aucune loi dans le monde ne reconnaît la mort théorique de l'information, donc vous serez toujours considéré aux yeux de la loi comme un cadavre et non un patient. Mais en France, le stockage, les soins à long terme sont interdits. Donc si vous voulez être stocké, vous devez vous inscrire à une des entreprises et ils ont le droit d'effectuer la stabilisation. Par exemple, ils ont le droit d'effectuer la stabilisation et de vous emmener dans une morgue pour, si vous êtes un neuro par exemple chez Alcor, pour sectionner votre corps de votre tête et prendre la tête. Ça, ils ont le droit de le faire. Et ils ont le droit également de faire le transport, évidemment, jusqu'à l'organisation. Mais il faut que vous vous assuriez d'avoir tous les papiers en œuvre. Parce que en France, la juridiction est très difficile pour la cryonie et c'est vraiment l'un des pires pays pour la cryopréservation. Donc, si vous voulez assurer un SST rapide après votre arrêt du cœur,
Il faut vraiment avoir tous les papiers en ordre et de toute façon, ils ont le droit de commencer les procédures sur le sol français, mais ils n'ont pas le droit de vous stocker, en France. Donc, c'est interdit de construire un centre de cryonie en France. Vous avez simplement le droit d'effectuer le SST. Je disais qu'en France, la France est le pire pays en Europe pour ça. Est-ce que les pays frontaliers, je sais que la Suisse, il me semble qu'ils sont beaucoup plus ouverts. Il y a peut-être même un centre qui a ouvert. Comment ça se passe ailleurs qu'en France? Parce que, comme tu disais, la Suède, il y aura peut-être un centre Alcor en Suède. Du coup, ça facilite le transport. Est-ce qu'il n'y a pas plus près que la Suède dans les années à venir? Qu'est-ce que tu sais à ce niveau-là? Il y a plus près, il y a la Suisse déjà. À la Suisse, il y a l'European Biostasis Foundation, qui est l'organisation à but non lucratif qui gère les soins à long terme des patients pour Tomorrow-Biostasis. Donc les patients de Tomorrow-Biostasis sont entretenus par une autre organisation qui travaille avec, qui s'appelle l'EBF, l'European Biostasis Foundation, et qui est installée en Suisse directement. Et sinon, les deux centres principaux, c'est le centre d'Alcor à Scottsdale en Arizona et le centre de Cryonic Institute à Clinton Township dans le Michigan. Mais sinon, il y a également des petits centres. Par exemple, il y a le centre de l'Oregon Brain Preservation qui font de la fixation chimique, disons, et qui est basé dans l'Oregon du coup, mais c'est encore autre chose. Ouais, ben on a discuté récemment. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais on a discuté avec Ariel Johnson qui a sorti un livre The Future Loves You. Je te conseille parce que c'est un neuroscientifique qui a écrit un livre sur enfin, sur la fixation. Lui, il s'intéresse beaucoup plus à ça. Il a les arguments un petit peu que tu as donné sur le connectome et sur la préservation de l'identité et de la mémoire qui fait que si on arrive à préserver le connectome avec la fixation qui est potentiellement plus simple et moins coûteux, enfin, il a beaucoup d'arguments intéressants dans son livre. C'est en anglais, mais je sais pas s'il va sortir en français peut-être l'année prochaine. Et puis tu peux regarder le podcast, hein. Mais en tout cas, ça me rappelle ça parce qu'il avait mentionné l'Oregon. Et il y a une question aussi que je voulais te poser, c'est parce que là tu m'as l'air d'en savoir tellement sur le sujet à ton âge. Est-ce que tu t'envisages peut-être de travailler dans le sujet, d'être créé un cryoniste toi-même? Comment parce que bon, tu es peut-être encore un peu jeune pour avoir un plan de carrière établi, mais peut-être que tu te dis déjà, je vais aller étudier pour être biologiste et puis ensuite me spécialiser dans la cryogénisation. Je sais pas. Ouais, c'est pas du tout en fait. Ça se trouve, c'est juste quelque chose. Tu tiens. Je vais pas travailler là-dedans, moi. Je vais simplement être membre d'une organisation. Mais pour ce qui est de travailler, je vais plutôt me tourner vers la philosophie, faire des études dans tout ce qui est au niveau philosophie et littéraire. Après, je pense pas de toute façon que je travaillerai plus de 30 ou 25 ans, puisque pour être honnête, avec l'avancée exponentielle de l'intelligence artificielle, je pense que je vais pas pouvoir travailler plus de 30 ou 25 ans de toute façon, et c'est pas plus mal, mais de toute façon, je travaillerai pas dans le milieu cryoniste, donc ça c'est sûr. Ouais, une question que je me posais aussi, Gaëtan, étant donné que on avait déjà fait un épisode avec Tayamaki ensemble sur la cryonie et que t'en as fait d'autres que tu pouvais citer de ton côté également avec d'autres membres de l'association française transhumaniste. Est-ce que à la suite de ces épisodes, toi-même tu t'es inscrit à un service de cryonie et si oui, pourquoi et sinon pourquoi? Non, non, c'est vrai que j'ai toujours pas franchi le cap, on va dire. Disons que je suis assez convaincu que c'est rationnel de le faire. Après, le fait que ouais, disons qu'il y a plusieurs choses, mais là j'en ai appris un peu plus déjà, donc c'est vrai que c'est surtout sur la faisabilité de. J'habite à Sydney en Australie, c'est loin de tout. Je sais, qu'à chaque fois que je reviens en Europe, je me rends compte à quel point c'est loin. S'il m'arrive quelque chose sur place, Il y a un centre de cryonie en Australie. C'est, disons, le quatrième centre le plus important. J'en ai pas parlé parce qu'il fait pas partie des trois grands centres, mais c'est Southern Cryonics. Et si tu t'inscris à Southern Cryonics, il couvre toute l'Australie grâce à une autre organisation qui s'appelle Cryopath, qui est le SST. Donc, oui, il y a une entreprise. bon, bah, déjà, ça, ça peut-être, faudrait que je regarde, faudrait que je m'intéresse plus. C'est vrai que moi, j'ai tendance plus à parier sur le plan A, c'est-à-dire rester en bonne santé jusqu'à ce que on fasse les percées les plus importantes de mon vivant dans, voilà, la longévité et ensuite, toute la science-fiction qui va venir avec les GI. Mais bon, je suis aussi très inquiet sur les GI, donc des fois, je me dis, je vais peut-être même pas passer l'année 2030, quoi. Mais en tout cas, c'est pour ça que pour l'instant, je suis un petit peu plus en mode, mon futur, il y a un brouillard de guerre, quoi, après 2030. Donc, mais ouais, je sais pas. Après, c'est vrai que c'est aussi, ouais,
il y a une logistique quoi qu'il faut bien mettre en place. Mais oui, financièrement, je pense que c'est clairement toutes les personnes qui ont des assurances vie, par exemple. Bon ben, c'est la même chose quoi. Donc, ça serait pas non plus un sacrifice monstrueux. Hein. Donc ouais, peut-être. Mais c'est vrai que oui, c'est difficile de pas voir le bénéfice potentiel. Après, ouais, c'est vrai que vivre aussi près de potentiellement la singularité, ça me fait aussi penser que, en fait, ça serait terrible d'être la dernière génération à mourir, d'une certaine façon, parce que, comme tu disais, la vie est précieuse, j'aime vivre, donc j'ai pas tellement l'intention d'arrêter là. Il y a aussi peut-être un petit côté aussi, voilà, plus on vieillit, je pense que c'est quelque chose qui est assez courant, plus on a un peu une sorte d'acceptation que bah, peut-être que oui, on va mourir et puis c'est pas très grave. Mais en fait, non, il y a la résistance de non, j'ai envie de vivre. Donc ouais. Mais bon, oui, c'est bien. Je vais me renseigner sur le truc en Australie parce que c'est bon à savoir ça, parce que c'est vrai que ça c'était un frein quand même. Je me disais, tiens, c'est quand même si je dois faire un voyage en cercueil jusqu'à Alcor en Arizona avant d'être vitrifié, ça va être compliqué. En plus, il me semble que Southern Cryonics est directement basé à Sydney. Je sais plus s'ils sont basés à Sydney, mais il me semble avoir entendu dire qu'ils sont basés à Sydney. Donc, Ah, ça se trouve, ils sont en bas de chez moi. Ça serait encore plus simple. Cool. Bah, écoute, je sais pas si t'as d'autres questions, Shimon. Non, écoute, moi j'ai trouvé l'épisode vraiment très intéressant. Je sais pas si de ton côté, Sid, il y avait un point en particulier que tu penses important à mettre en avant que t'aimerais dire ou pas particulièrement. que personnellement, vous avez encore, vous vous posez encore des questions, vous? Moi, en vrai, pas particulièrement, ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs questions qui me sont venues pendant le podcast et donc que j'ai posées. Après, je pense il y a pas mal de détails techniques et tout ça qui sont aussi, je pense, à creuser sur, comme tu mentionnais, le livre de Robert Freitas. J'en ai entendu parler, mais je l'ai pas ouvert. Mais oui, c'est un livre, pareil sur tout ce qu'est Eric Drexler. Ça, pareil, c'est quelqu'un, Eric Drexler, ce serait intéressant de le contacter pour qu'il venir discuter avec nous parce que il a, c'est le père de la nanotechnologie, quoi. Mais ça aussi, ça fait partie des technologies, j'ai l'impression, où on aurait pu se dire quand ça a été un petit peu établi sur la faisabilité de ce qui serait possible, un peu une sorte d'ingénierie exploratoire, de se dire, OK, on peut faire ça et ça. Mais ça met tellement de temps à venir, en fait, dans la même chose avec la cryonie, finalement. On voit une sorte de map de comment faire, mais ça pourrait prendre beaucoup plus de temps qu'on le pense. Il y a d'autres choses, par contre, qui vont plus vite. Je pense que l'IA, c'est le cas, quoi, à mon avis. Il y a beaucoup de gens, il y a 10 à 20 ans, tu leur demandais quand est-ce qu'on aura une super intelligence artificielle, ils auraient plutôt dit 2070, 2100. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus proche. Donc on sait jamais qu'est-ce qui va venir plus vite que. Mais non, mais sinon, ouais, c'était super intéressant. Puis c'est vrai que c'est particulier d'avoir quelqu'un de ton âge qui est aussi intéressé par ça. Parce que je me rappelle, à ton âge, j'avais aussi un petit peu découvert, bon, la science-fiction, j'étais à fond dedans, mais aussi, ouais, le transhumanisme, à travers peut-être plus des gens comme Ray Kurzweil. Et donc, je m'intéressais déjà à ça. Mais la cryonie, ça a jamais été une discipline où j'ai creusé vraiment pour trouver toutes les connaissances possibles. Si vous cherchez des informations sur la cryonie, allez sur le site Cryonics Archive qui est tenu par Alcor. C'est la meilleure source d'informations possible et envisageable. D'accord, ben ça sera un lien qu'on mettra dans la description. Et puis ben voilà, après moi je te souhaite bon courage en tout cas, bonne continuation. Et puis merci encore pour avoir participé à ce podcast. Ouais, merci beaucoup. Merci.